Bonjour, chers participants. Je suis Bonjour. honoré d'être avec vous ce matin pour échanger sur une maladie d'actualité et au lendemain de la journée mondiale du lupus. Je remercie les organisateurs pour l'honneur qu'ils me font d'animer cette session. Merci à vous également Je suis d'avoir accepté honoré. notre invitation. C'est une grande joie pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et si vous êtes prêts, je vais vous laisser la parole afin de commencer votre communication. Et dans la mesure du possible, si vous pouvez activer et votre caméra et également partager votre écran, ça va permettre aux gens qui ne vous connaissent pas de vous connaître, mais également de mieux suivre. Merci. OK, la caméra est activée. Bonjour, chers tous. J'espère que vous me recevez correctement. Oui, professeur, vous reçoit correctement. Au cours de votre échange, on va couper les micros pour permettre de mieux vous entendre. Donc, oui, on vous reçoit Très correctement. bien, très bien. Merci, docteur Pascaline, pour la parole donnée. Et comme on a pris un peu de retard, sans plus tarder, je vais aller directement dans le vif du sujet qui m'a été confié ce matin. Et je remercie chacun de vous pour vous être connectés pour suivre cette communication qui entre vraiment parfaitement dans le cadre des objectifs que nous nous sommes fixés. Beaucoup de sociétés savantes au Bénin se sont fixées comme objectif de faire du lupus une maladie dans le but de faire un diagnostic très précoce et une prise en charge rapide pour éviter les complications graves et mortelles qu'on voit euh, de nos jours et qu'on continue de voir. Votre rôle est très important dans la chaîne de dépistage de la maladie et c'est pour cela que sincèrement, je remercie les organisateurs d'avoir choisi ce thème au lendemain de la célébration de la Journée mondiale du lupus décrétée par l'OMS depuis plus d'une cinquantaine d'années. Nous allons parler aujourd'hui des aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques du lupus. Ça sera un peu long, mais je vais être peut-être un peu rapide à certains endroits pour ne pas prendre tout le temps qui nous est donné. Et nous n'avons pas de conflit d'intérêts. Nous allons suivre un plan classique. Nous allons quand même dire un mot de l'introduction historique, aborder un peu les aspects épidémiologiques dans quelques formes, peut-être juste l'épidémiologie descriptive. Une partie de l'épidémiologie analytique sera abordée dans l'éthiopathogénie. Après, on va parler un peu des aspects diagnostiques et les actualités thérapeutiques. Donc, le lupus, c'est le prototype des maladies auto-immunes, donc de causes inconnues. Les maladies auto-immunes, ça veut dire que ça touche le tissu conjonctif. Tous les tissus euh, peuvent être touchés et tous les organes peuvent être touchés également. C'est une maladie dans laquelle il y a une production massive d'anticorps due à une rupture de soi en faveur des lymphocytes T autoréactifs pathogènes. On a les lymphocytes T ou B autoréactifs pathogènes et aussi bien tolérants dans l'organisme. Et lorsque le système est défaillant en faveur de, des lymphocytes T autoréactifs pathogènes,
il y a une rupture de soi avec une cascade de réactions qu'on verra plus loin et qui va être à l'origine des manifestations protéiformes, donc qui va atteindre tous les organes pratiquement cutanés, articulaires, pulmonaires, rénales, dont on va revenir là-dessus. Un mot de l'historique, il faut savoir que cette maladie a commencé à être pensée depuis 880, depuis le premier siècle, 890 après Jésus-Christ, on a trouvé quand même la première trace de cette maladie sur une vieille momie précolombienne et c'est plusieurs années après que Ebenus de Tours a pu rattacher au IVe siècle, c'est un évêque français qui a pu rattacher au IVe siècle cette maladie au lupus. Le mot lupus n'était pas encore sorti, mais il y avait cette forme cutanée avec les manifestations systémiques et qui avait frappé un des évêques, un de ses collègues au IVe siècle qui est décédé. Après, l'aide d'Hippocrate est venu au Ve siècle, qui a reconnu cette maladie et qui l'a nommé Etsoménos, c'est-à-dire quelque chose qui ronge. Donc, ce mot Etsoménos est resté pendant longtemps. Après, au fil des années, entre le 5e et le 10e siècle, et toute la période médiévale, on a vu que les noms ont changé. C'est tantôt lupus, lèpre, tantôt tuberculose, tantôt syphilis, cancer. Il y a eu beaucoup de noms qui ont été donnés avec des thérapies parfois très dangereuses. On faisait des saignées, on brûlait les gens en disant il faut les enlever de la communauté. Comme ça nous permettait de faire disparaître la maladie, mais c'était parce que la maladie était vraiment méconnue. Il y a eu beaucoup d'essais et il y a même des noms qui faisaient fuir les gens. Donc, Lonime Mantegere, qui était un nom qu'on avait donné au lupus pour dire restez loin de moi, ça a donné accès à beaucoup de films qui portaient Lonime Mantegere. Et donc, beaucoup de films portaient ces noms. Ce n'est qu'au 15e siècle, on a eu les premières images, il n'y avait pas des photographies, hein, on dessinait vraiment la maladie. Et c'est Rolando qui faisait ça en Italie. Et c'est là que le premier thème, le plat est sorti par rapport à la maladie pour décrire l'aspect de la lésion au niveau de la peau, au niveau des membres, au niveau du tronc, au niveau du visage, qui ressemblait à l'aspect du loup. Donc, le plat est sorti. L'atlas dermatologique du lupus avec toutes les lésions ont été faites en 1757 et 1812 par Robert William, qui est le pionnier de la description des lésions dermatologiques du lupus. Et c'est resté jusqu'à nos jours. Après avoir fait ce petit épisode de l'épidémiologie, de l'historique où j'ai dû arrêter parce que c'est trop long, on va aborder le premier aspect de notre sujet du jour, c'est l'épidémiologie. Et quand vous allez sur le net, en PubMed, et vous tapez lupus, vous allez voir plus de 10 000 sujets sur le lupus. Et il y a aussi les mots équivalents du lupus qu'on peut mettre et on va voir encore beaucoup plus. Donc, c'est plus que ça, c'est pour dire l'importance du sujet et l'actualité du sujet qui continue, les recherches qui continuent sur le sujet jusqu'à ce jour. C'est un sujet qui est toujours d'actualité parce qu'on n'a pas fini de maîtriser la maladie. Et l'incidence de la maladie a été étudiée partout dans le monde et vous voyez, les bleus, les noirs, c'est des pays dans lesquels on a vraiment étudié les incidences. En Afrique, tout est resté encore blanc. C'est comme si on ne travaille pas du tout parce qu'on ne travaille vraiment pas. La prévalence également, c'est la même chose. Et quand on étudie l'épidémiologie mondiale avec l'incidence et la prévalence, on voit que l'incidence mondiale, c'est de 5 cas sur 100 000 habitants. C'est-à-dire que euh, pour une année, par exemple, si je prends cette incidence que je rapporte au Bénin, pour une année, on devrait diagnostiquer au moins 500 cas minimum par an si cette incidence devrait être rapportée au Bénin.
Et la prévalence est de 43,7% pour 100 000 habitants. C'est-à-dire que nous, la prévalence hospitalière au Bénin, on sait que c'est autour de 0,3%. Donc, il y a 40 000, au moins 40 000 cas de lupus qu'on a au Bénin, mais je vous assure que la file active diagnostiquée n'est que de 250. Ça veut dire qu'il y a une multitude de malades qui se baladent dans le pays et dont on ne connaît pas leur issue, leur sort. Et c'est justement le rôle du médecin que nous sommes qui devons être capables notre rôle est d'être capable de faire ce dépistage le plus tôt possible. La prédominance est toujours féminine avec 9 femmes sur un homme. Et cette épidémiologie évolue dans le temps. Actuellement, on est à près de 150 cas sur 100 000 habitants. C'est dit que le travail de dépistage continue dans le monde, mais on n'a pas encore beaucoup trop de travaux au Bénin. On est encore en recul. La maladie frappe tout âge avec une nette prédominance féminine, avec une classe d'âge entre 15 à 45 ans. Les sujets jeunes sont très touchés et c'est la femme de couleur noire en plus qui a encore un pronostic plus sombre quand elle est une femme belle de surcroît et de couleur noire. Parce que j'ai l'habitude de dire, et pour encourager les patientes le plus que si vous avez le lupus, il faut savoir qu'au moins vous êtes belle. Il y a quand même ça que vous devez garder en vous. Et par rapport à la gravité du lupus, le taux de létalité est estimé environ à 20% avec un suivi qui tourne entre 80-90% si on traite tôt. Un taux de suivi à 10 ans, c'est ça. Mais il y a des formes plus graves et plus sévères, surtout quand c'est un début pédiatrique et que ça atteint l'homme. C'est encore plus grave. Il y a des complications cardiovasculaires qui surviennent dans ce cas avec un risque qui est multiplié par 2 ou 3. Et il ne faut pas perdre en vue que de nos jours, de plus en plus, il y a une association avec un surrisque de survenue de cancer chez les lupus dans un cas sur 4 dans les études parcourues. La mortalité liée au lupus varie quand même suivant les pays, mais dans les pays africains, cette mortalité est encore très élevée. Au Bénin, notre étude en 2014 avait montré une mortalité qui tournait en moyenne à 12,1%, mais on est allé à des taux parfois jusqu'à 28%. Il y a d'autres pays qui ont des létalités très élevées, comme le Ghana, le Sénégal, mais je garantis que les études, si on les réactualise, on va voir qu'on a une mortalité beaucoup plus élevée aujourd'hui parce qu'on a quand même une file active qui a augmenté depuis 2014 et quand la file active augmente, on voit quand même d'autres complications qu'on ne voyait pas, qui sont mortelles et qui tuent les malades. On va revenir sur ces complications. Donc, en Afrique, très peu de données, comme je l'ai dit, mais, bien que la distribution faciale puisse être en faveur des autres pays, en Afrique, on voit vraiment que c'est nul. C'est nul, c'est nul, mais il y a quand même certaines études qu'on a pu récupérer en appelant certains des collègues. C'est des études qui ne sont pas vraiment visibles parce qu'ils ne sont pas parus dans des revues indexées que tout le monde peut voir. Et donc, ça dit qu'il faut quand même faire un gros travail pour pouvoir publier également dans les bonnes revues pour qu'on puisse voir tous les travaux. Donc, quand on a pu avoir certains travaux des collègues de la sous-région, on voit que la distribution est quasiment la même sur le plan épidémiologique avec une prévalence qui va de 0,5 à 3%. Euh, En Côte d'Ivoire, on a eu une prévalence encore plus élevée. C'est-à-dire que peut-être les médecins là-bas travaillent encore beaucoup plus dans le dépistage des cas. Donc, c'est surtout ça, l'activité de dépistage. Et quand on regarde la mortalité, je vais passer sur ça, la mortalité en Afrique, la mortalité est encore très élevée. Je vous disais qu'on était à 12%
en 2014 au Bénin, mais ça a évolué dans le temps. Mais les taux de décès sont vraiment criards dans beaucoup de pays, avec comme source de décès des complications, que ce soit digestives, le neurolupus, les vascularites cérébrales, et puis les néphropathies. Et quelque chose de plus grave dans nos contextes, c'est les infections. C'est pour cela, et on en a trouvé beaucoup au Ghana, c'est pour cela qu'ils ont eu le taux de mortalité le plus élevé dans les études, dans les infections sur les puces sont très, très courantes et qui peuvent les emporter parce qu'ils peuvent attaquer les organes qui ont déjà un système immunitaire affaibli. Donc, nous n'allons plus revenir sur les données du Bénin. Un mot de l'éthiopathogénie, il faut savoir que les facteurs étiologiques sont d'ordre endogène et d'ordre exogène. Et sur le plan endogène, il y a beaucoup de facteurs génétiques qui interviennent. Donc, il faut avoir un terrain prédisposé. Et le terrain prédisposé, c'est certains systèmes du groupe HLA qui sont incriminés. Il y a certaines mutations génétiques et ces gènes qui sont mutés sur beaucoup de chromosomes. Il n'y a pas de chromosomes qui c'est presque tous les chromosomes où on peut avoir des mutations qui peuvent induire et être facteurs source de déclenchement du lupus si il y a des conditions favorisant qui agissent sur ces facteurs. Il y a le déficit en facteurs du système de complément, surtout le C1, C4 et C2, qui sont quand même très importants et qui jouent un rôle important la survenue de la physiopathologie de la maladie. Nous avons les facteurs biologiques également qui interviennent, normalement les facteurs hormonaux, les estrogènes interviennent beaucoup. C'est pour cela qu'on fait très attention aux estroprogestatifs pour ceux qui font de la contraception, pas d'estrogène quand tu es lupique parce que tu vas déclencher ta maladie, tu vas réveiller, tu vas faire des poussées qui peuvent finir par t'emporter. Et les infections intercurrentes. Les infections intercurrentes, c'est le virus d'Epstein-Barr qui est le plus incriminé, qui attaque surtout le lymphocyte B qui est un lymphocyte euh, régulateur et qui permet au système du foie de conserver son foie et qui peut entraîner une rupture du foie et à permettre aux lymphocytes auto-humains de déclencher la réaction auto-immune. On reviendra là-dessus. Nous avons les facteurs exogènes. En dehors des facteurs endogènes, nous avons les facteurs exogènes. Le plus connu comme facteur exogène que vous connaissez, c'est les facteurs environnementaux, notamment l'exposition aux rayons au soleil. Mais il y a d'autres facteurs exogènes, hein. Donc, le tabac, le stress, parce que c'est très important et ça jouera un rôle très important dans le traitement, parce que maîtriser le stress d'un patient lupique, c'est maîtriser tout le phénomène, tout le déclenchement du système, du désordre immunitaire qui est à la base des poussées viscérales. Donc, c'est très, très important, le stress. Les médicaments, on en a parlé, il y a certains médicaments qui sont inducteurs du lupus, hein, donc les anti-TNF, les stéroïdes, les antiépileptiques, les IPP qui peuvent induire le lupus, mais c'est terrain prédisposé. Ensuite, il faut, pour revenir à la pathogénie de la maladie, il faut d'abord rappeler que toute cellule normale est destinée à mourir par apoptose. Une des voies principales, c'est l'apoptose, parce que la cellule meurt tout seul en libérant son contenu, qui sont les corps apoptotiques, qui n'est rien que c'est du contenu du noyau, notamment l'ADN, les ARN, qui sont libérés dans l'espace extracellulaire que les macrophages devaient aller chercher pour nettoyer. Ce phénomène s'appelle l'hétérocytose. Donc, normalement, une cellule meurt, les corps apoptotiques sont libérés et les macrophages viennent les phagocyter pour faire la clairance des corps apoptotiques. Donc, si cette clairance est diminuée, ne se fait pas bien, c'est-à-dire que s'il y a un déficit de l'hétérocytose dont je parle, euh, ça entraîne une perturbation du système immunitaire dont on va revenir là-dessus.
Mais avant de revenir là-dessus, il faut dire un mot sur la tolérance. La tolérance, c'est que lorsque l'organisme reconnaît euh, les auto-antigènes. Je parlais par exemple des corps apoptotiques. Normalement, les corps apoptotiques qui sont libérés apoptose par nos cellules qui meurent, les cellules cutanées, les cellules osseuses, toutes les cellules du tissu conjonctif qu'on a meurent chaque jour et se renouvellent. Normalement, les corps apoptotiques, c'est-à-dire les constituants, les résidus d'ADN qui sont libérés, quand ils sont libérés, l'organisme ne doit pas les attaquer. Et donc, pour que l'organisme ne les attaque pas, il y a un système de régulation que l'organisme met en place. C'est-à-dire que dès que ces corps apoptotiques sont libérés, les cellules présentatrices de l'antigène vont les récupérer pour les présenter aussi bien aux lymphocytes T qui sont des lymphocytes T pathogènes et les lymphocytes T qui sont les lymphocytes T régulateurs. Et en présentant ça aux lymphocytes T régulateurs via les récepteurs TCR, les lymphocytes T régulateurs vont bloquer l'action pathogène des lymphocytes T auto-humains. Ce qui fait que si vous avez de la votre cellule meurt, dans l'organisme, les débris qui sont libérés n'entraînent pas de réaction auto-humaine parce que les lymphocytes régulateurs disent aux lymphocytes auto-humains que cet auto-antigène-là, ça vient de nous. Et donc, il n'y a pas de réaction, euh, pas de réaction auto-humaine. Par contre, lorsque ces lymphocytes T régulateurs ne jouent pas correctement leur rôle, et pour qu'ils ne jouent pas correctement leur rôle, c'est parce que certaines fois, quand les lymphocytes B, qui sont les contrôleurs des lymphocytes T régulateurs, sont infectés par le virus d'Epstein-Barr ou certaines agressions extérieures, on a vu beaucoup de facteurs exogènes tout à l'heure, ces lymphocytes T n'arrivent pas à faire travailler les lymphocytes T régulateurs. Et donc, leur rôle est supprimé dans l'organisme. Donc, il y a une déplétion, ils perdent leur sensibilité à telle enseigne que lorsque les cellules présentatrices de l'antigène vont leur présenter les corps apoptotiques, ils ne vont pas du tout les reconnaître pour pouvoir provoquer l'énergie, pour pouvoir bloquer les lymphocytes T auto-humains. Et du coup, comme eux, ils n'ont pas été bloqués par quelque chose, eux considèrent les corps apoptotiques comme un corps étranger. Donc, ils déclenchent une cascade de réactions auto-immunes avec comme conséquence les anticorps dirigés contre les ADN issus des corps apoptotiques. Et cet ADN-là n'est que votre propre ADN. Donc, du coup, les anticorps, les complexes humains vont aller attaquer tout ce qui est organe contenant votre ADN. Et c'est ça explique les réactions. Donc, euh, pour plus aller en détail, donc je dis qu'à cause de l'éphérocytose, il y a la libération des corps apoptotiques et ces corps apoptotiques n'ayant pas libéré constituent des auto-antigènes et ces auto-antigènes vont être présentés par les cellules dans des cellules présentatrices d'antigènes aux lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD4 n'ayant pas été bloqués par les lymphocytes auto-humains vont déclencher une cascade de réactions auto-immunes et cette cascade de réactions auto-immunes va aboutir à la sécrétion de beaucoup de cytokines, mais également l'activation de lymphocytes B pour sécréter tout ce qui est auto-anticorps et ces auto-anticorps vont s'unir avec tout ce qui est complexe cytokinique et former un gros complexe humain dans les tissus conjonctifs. Et ce dépôt de complexe humain dans les tissus conjonctifs va entraîner maintenant une réaction inflammatoire locale avec appel des leucocytes, des macrophages dans les tissus conjonctifs, ce qui crée la réaction inflammatoire, la grosse réaction inflammatoire dans tous les autres tissus conjonctifs. Et c'est vraiment la base de la maladie. C'est pour cela que la maladie attaque tout ce qui est organe. Et un mot en plus, c'est que pour que ces lymphocytes B puissent sécréter les anticorps, ils le sécrètent grâce à les stimulateurs de lymphocytes B. On en a de deux. Il y a le BLyS et le BAFF. On va revenir là-dessus parce qu'ils sont maintenant les modèles de traitement aujourd'hui. Et il y a le lymphocyte T également qui est au centre et qui est aussi un modèle de traitement aujourd'hui.
Donc, du coup, quand on veut parler de la symptomatologie de l'ictus, quand on veut aller vers la symptomatologie de l'ictus, il faut savoir qu'il y a les facteurs exogènes et les facteurs endogènes qui interagissent pour déclencher une rupture de la tolérance de soi avec beaucoup d'anticorps qui sont sécrétés. Et cette phase-là dure beaucoup d'années avant que l'apparition des premiers symptômes, euh, on voit l'apparition des premiers symptômes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut dépister même les anticorps chez les gens asymptomatiques et commencer à mettre en place des mesures pour eux pour pouvoir éviter quand même l'apparition des premiers symptômes. Donc, c'est tout ça là, c'est possible, c'est des voies de traitement de nos jours. Parlant de symptômes, ça nous permet d'aborder les aspects diagnostiques du lupus. On va rester succinct parce que c'est trop vaste, on ne peut pas tout dire. Il faut savoir que l'une des principales manifestations qui est présente presque à 100%, 80 à 100%, c'est les atteintes cutanées, les atteintes articulaires, presque à 80 à 100% dans les études, vous allez les voir. Donc, et deuxième chose que je dois dire, c'est que l'une de ces, n'importe quelle de ces manifestations peut être inaugurale de la maladie. Ça veut dire que tous les signes que je vais citer aujourd'hui peut être un signe de début de la maladie, à telle enseigne que tout médecin aujourd'hui, on l'a rappelé hier pour ceux qui étaient là, c'est tout médecin aujourd'hui qui voit un signe pour lequel les causes évidentes ne sont pas visibles. On n'arrive pas à identifier les causes évidentes. Il faut avoir en tête que tout signe dont la cause évidente n'est pas identifiée peut être un début de lupus. Et il faut commencer à, à raisonner dans ce sens jusqu'à preuve de contraire. Donc, ceci dit, les manifestations les plus fréquentes, c'est les manifestations dermatologiques et le signe concerné qui amène souvent les gens, c'est la photosensibilité, avant que les signes physiques de, esthétiques ne les gênent avec les lésions lipiques, les lésions non lipiques qui sont vasculaires, les lésions non lipiques non vasculaires également. Donc, vous avez l'aspect inverse pétilo, les lésions lipiques du tronc, des mains, qui ne sont pas sur les interphalangiennes. Donc, c'est souvent sur les interosseux. Quand vous voyez des lésions sur les interphalangiennes, ça devient un peu papuleux et c'est pour les différencier des papules de gros tronc qu'on voit plutôt dans les myosites, dans les dermatomyosites. Donc, ce n'est pas le cas ici. Donc, les lésions peuvent être muqueuses dans le palais, autour des lèvres. Donc, j'avais déjà parlé des lésions muqueuses, des lésions cutanées, mais qui peuvent prendre des aspects psoriasiformes, comme ça peut prendre d'autres aspects. Donc, on peut les confondre avec du psoriasis, mais leur localisation et un peu la répartition en ailes de papillon peut orienter les patients. Donc, il y a certaines lésions qui peuvent vraiment tromper. On peut les confondre avec un syndrome de Layer ou bien une toxidémie médicamenteuse, tout ça. En tout cas, de toute façon, devant toute lésion suspecte que vous ne comprenez pas, avis dermatologique, toutes les disciplines sont concernées par cette maladie. Donc, vous avez plusieurs types de lésions qu'on peut observer, certains typiques, les certaines atypiques, donc les lupus discoïdes qu'on peut observer avec les alopécies également et les alopécies cicatricielles, c'est que les cheveux ne vont plus jamais pousser à ces endroits-là. C'est les complications esthétiques de la maladie qu'on décrit comme ça. Donc, il y a plusieurs types de lésions qu'on peut observer. Et sur le plan histopathologique, l'aspect de cette lésion, c'est que c'est surtout l'atrophie cutanée et la bande d'immunofluorescence, la bande lupique à l'immunofluorescence qu'on voit à l'anapathe. On peut observer d'autres lésions pour lesquelles, dans le lupus, même si on peut penser à d'autres maladies systémiques, d'abord, quand on voit ces lésions, c'est le phénomène de Raynaud avec le blanc, bleu, rouge qu'il faut mettre en valeur, donc qui sont blancs, bleus et qui deviennent rouges pour suivre la phase complète du syndrome de Raynaud, qui est un des signes typiques de la sclérodermie systémique, mais ça peut aussi se retrouver
dans le lupus ou dans les autres connectivités. Donc, bon, nous avons le libido ramifié qu'on veut voir. De toute façon, lorsque vous voyez des lésions qui vous semblent atypiques, envoyez les patients chez les dermatologues. On peut avoir les lupus bulleux. Ça, vous allez penser à peut-être une brûlure que la personne a eu. Et bon, donc, il ne faut pas passer à côté de ces cas atypiques de lésions qui peuvent prendre l'allure d'une pustule microbienne. En dehors des manifestations dermatologiques, l'autre manifestation qui est aussi très fréquente, qui peut être signe d'entrée, c'est les manifestations articulaires et comme chef de file, la polyarthrite, qui est bilatérale symétrique, comme la pierre, mais elle est non érosive, elle est non déformante. Et si elle est déformante, la déformation, elle est répétitive. Et c'est cette déformation qu'on appelle le rhumatisme de Charcot. Donc, les atteintes articulaires peuvent être purement les atragies ou juste les douleurs articulaires de même topographie, de même répartition bilatérale symétrique, non déformante, non érosive, comme la polyarthrite. Mais elle est majoritairement distale. Donc, c'est les articulations des poignets, des mains, les MCP. Mais les grosses articulations également peuvent être touchées comme le pouce, les genoux, les chevilles, les épaules, les hanches, et qui peuvent donner des manifestations, perturber le pronostic fonctionnel et nécessitant vraiment une hospitalisation, une prise en charge rapide à l'hôpital pour pouvoir améliorer le pronostic fonctionnel. En dehors des atteintes articulaires, on peut avoir les atteintes osseuses qui sont de deux ordres. C'est la déminéralisation qu'on voit, l'ostéoporose, qui peut être même l'un des premiers signes de la maladie. L'ostéoporose, qui a deux facteurs qui expliquent cette ostéoporose, c'est que dans le lupus, on a vu tout à l'heure, il y a une grosse réaction inflammatoire et cette réaction inflammatoire délète l'action des ostéoblastes et active les ostéoclastes par un système qu'on appelle un grand ligand. Ce n'est pas le but de notre exposé. Si on m'invite un autre jour pour parler de l'ostéoporose, ce que je souhaiterais d'ailleurs, parce que c'est une maladie méconnue, on va revenir sur cette physiopathologie pour bien en parler parce que c'est une maladie très fréquente. On croit que ça n'existe pas. Et d'ailleurs, comme je le disais, l'ostéoporose avec fracture vertébrale multiple a été un des signes d'entrée d'une de nos patientes qui avait des fractures vertébrales multiples du haut jusqu'en bas, du thoracique jusqu'au lombaire. Toutes les vertèbres étaient tassées, mais qui était asymptomatique. Le seul symptôme que la dame présentait, c'était des spasmes abdominaux. Il a vu les gastro, il a vu beaucoup de généralistes, beaucoup de gastro. On a fait tous les bilans, fibro, tout. On a rien objectivé. Et le tube digestif est sain. Et c'est parce qu'il a commencé à avoir des douleurs lombaires qu'on est tombé sur son rachis qui est tassé du dorsal jusqu'en bas. Je n'ai pas eu le temps suffisant de vous montrer l'image, de mettre l'image sur la dia pour parler de cette dame parce que c'est très frappant et c'est dans les perspectives de l'étiologie de cette ostéoporose qu'on a trouvé derrière ça que c'était qu'elle avait d'autres petits signes. Elle avait quand même un tableau de polyarthralgie. Ce n'est même pas polyarthrite, c'était une polyarthralgie avec les atteintes distales, métacarpophalogènes, interphalogènes proximales, qui étaient frustre, parfois prenait l'allure inflammatoire, mais comme elle prenait beaucoup de médicaments, les symptômes étaient frustres. En tout cas, ça nous a tiqué et c'est dans la recherche étiologique qu'on est tombé sur la maladie lupique et qu'effectivement, c'était un lupus avec complications d'emblée osseuse, ostéoporose, fracture ostéoporotique chez elle. Donc, il y a d'autres qui vont présenter une ostéonécrose de la tête fémorale. Et c'est le même mécanisme, c'est l'inflammation qui est à la base de ça. Mais je n'ai pas dit ça tout à l'heure. Le deuxième mécanisme de la fragilité osseuse de l'ostéonécrose, c'est le traitement, que ce soit la corticothérapie ou l'onco, qui peut être source de fragilité ou d'ostéonécrose, ou le rôle le rôle délétère des immunosuppresseurs
qu'on met qui peuvent entraver l'action des ostéoblastes et entraîner également les complications osseuses. Nous avons également des atteintes ligamentaires, notamment les ténosynovites, le tendinite des fléchisseurs des mains, ou au niveau du pied, nous avons surtout les tendinopathies des tibulaires et du tibial antérieur qui sont très fréquents chez ces sujets-là. Nous avons d'autres manifestations rhumatologiques et atteintes musculaires, mais quand on pousse loin, on voit souvent que c'est le lupus qui s'associe à d'autres connectivites en mettant ces expressions devant. Donc, je vous disais tout à l'heure, c'est des complications ostéoporotiques avec fracture vertébrale. Ce n'est pas la patiente, hein, c'est une autre patiente euh, qui a une fracture vertébrale ostéoporotique. Et comme c'est pas le coût de l'ostéoporose, pour faire le dépistage, c'est de demander systématiquement l'ostéodensitométrie. Normalement, toute femme ménopausée, surtout quand vous entendez ménopause précoce, il doit faire l'ostéodensitométrie. Et l'ostéodensitométrie se fait maintenant au Bénin. Parce qu'il ne sert à rien, c'est bête de nos jours. Ce n'est pas l'objet du sujet, mais c'est bête de nos jours de voir encore des femmes qui vont venir avec des fractures vertébrales ou bien des fractures du col parce qu'elles ont quand même les facteurs de risque d'ostéoporose qu'on n'a pas dépisté alors qu'on est médecin, on devrait le faire. Ostéodensitométrie systématique chez toute femme ménopausée précoce. On va revenir là-dessus si on revient sur le thème ostéoporose. Donc, on peut avoir des déformations, mais les déformations sont réductibles. Hein, les déformations sont vraiment réductibles. C'est le rhumatisme de Charcot. J-A-C-O-U-D. Le rhumatisme de Charcot, c'est des déformations, mais qui ne s'accompagnent pas d'érosion et qui sont vraiment réductibles. Ce n'est pas irréductible comme dans la pierre. Donc, en dehors de ces manifestations, dans 30 à 40% des cas, il y a la néphropathie rénale. Et la néphropathie rénale est une des complications graves de la maladie qui peut tuer le malade. Donc, tout malade lupique doit avoir une surveillance rénale à travers une protéinurie. Et on va encore plus loin, on demande la microalbuminurie qui permet de présager si on doit avoir une protéinurie. Si la microalbuminurie commence à s'élever au-delà de 30 mg, il faut commencer à surveiller autrement, surveiller tous les autres médicaments qui peuvent avoir une toxicité rénale qui peut aggraver et précipiter le malade vers une néphropathie terminale qui tue les patients. Et le diagnostic de la néphropathie est vraiment fait à la biopsie rénale. Et cette biopsie rénale donne les différents stades de, de la glomérulonéphrite lupique. Donc, nous avons la classe 1 qui est glomérule normale. Nous avons la glomérulopathie mésangiale, la classe 3 qui est endoproliférative, la classe 4 qui est endoproliférative, mais ça peut être extramembranaire ou la classe 5 où on a déjà des dépôts, au lieu que ça soit segmentaire, c'est souvent global. Et lorsque la sclérose totale des glomérules atteint au-delà même des 90%, on est à la classe terminale. Et là, le malade, il ne peut plus rien. Soit on le transplante, soit on le perd devant nos yeux. Déjà, à partir de la classe 3, c'est dangereux. Donc, c'est réversible jusqu'à 3B, mais dès qu'on arrive à 3C, tout ça, c'est dangereux, c'est presque irréversible. Il faut penser à greffer le sujet parce qu'il ne va pas récupérer son rein. Et donc, voilà, on peut partir de classe 1, la classe mésangiale, classe 3, classe 4 et classe 5. On va pas revenir là-dessus. On est en train de faire un cours d'histopathologie, mais il faut retenir que la glomérulonéphritite lupique est une des complications graves de la maladie. Dans 30 à 40% des cas également, nous avons les manifestations pleuropulmonaires avec comme principale manifestation, c'est la pleurésie qui est unie ou bilatérale et sérofibrineuse qui peut s'accompagner de douleurs thoraciques. Donc, toute douleur thoracique dans un contexte fébrile, pardon, il faut aussi en dehors des causes évidentes, infectieuses, les autres causes, il faut rechercher
une maladie auto-immune derrière. Donc, parce que si la maladie pulmonaire évolue et qu'on ne fait pas le diagnostic, ça va atteindre le stade de fibrose interstitielle diffuse de très mauvaise pronostic et on va perdre le malade dans un tableau d'insuffisance respiratoire. C'est des malades qui finissent par rester sous oxygène toute leur vie. Et s'il manque d'oxygène, le malade va partir. Donc, soit on va les transplanter. Donc, nous, on a déjà perdu beaucoup de malades également dans un tableau de fibrose interstitielle. Les manifestations cardiovasculaires également peuvent être source de complications graves et de décès du malade, mais qui sont moindres que les autres, et en fréquence moindre que les autres, donc c'est 20 à 30% des cas. C'est la péricardite, c'est l'épanchement cardiaque là. Mais on peut avoir les autres tuniques qui peuvent être atteints, de même que les manifestations vasculaires avec les thromboses artérielles, mais surtout également veineuses, mais on les observe souvent dans le cadre du syndrome des antiphospholipides. On va peut-être dire un mot après. Les complications neurologiques, elles peuvent toucher le système nerveux central comme périphérique, avec comme principal symptôme, c'est les crises convulsives que les malades présentent très souvent. Très souvent, le symptôme, c'est crise convulsive qu'ils présentent. Et ce n'est pas des délits, parce que je profite pour en parler en même temps. Un malade lupique qui, euh, qui est sous traitement, souvent son traitement comprend la corticothérapie. Et cette corticothérapie est capable de donner des effets secondaires neurologiques mais ces effets secondaires neurologiques, certaines fois, nous amènent à arrêter le traitement. Mais en arrêtant le traitement, on peut aggraver la maladie si cet effet secondaire neurologique était une manifestation propre de la maladie. Et très souvent, la manifestation propre de la maladie, c'est les crises convulsives. Donc, si un malade est sous elle lui pique sous corticothérapie et fait crise convulsive, il faut moins penser à la complication, à un effet secondaire de la corticothérapie qu'à une complication de la maladie et plutôt augmenter sa corticothérapie au lieu de l'arrêter. Parce qu'il est arrivé déjà des cas où on a arrêté la corticothérapie ou diminué considérablement la dose alors qu'il fallait l'augmenter parce que c'était des signes de la maladie. Du coup, la maladie évolue avec vraiment un tableau de neurolupus et c'est la thrombophlébies cérébrale qui est à la base de ça, donc avec les atteintes cérébrovasculaires et on perd les malades très rapidement dans ce tableau neurologique. Donc, on peut avoir des atteintes périphériques, hein, donc ça c'est moins alarmant que l'atteinte du système nerveux central et on peut avoir les atteintes psychiatriques. Donc, c'est souvent les gens qui ont des troubles de l'anxiété qu'il faut arriver à contrôler parce que ça peut être encore source de déclenchement de la maladie et de source de maintien des symptômes de la maladie. Il peut y avoir les troubles de l'humeur et ou des malades qui vont présenter un état psychotique. Les manifestations hépatodigestives également sont fréquentes avec hépatomégalie et hyper. Donc, on peut observer chez ces patients. Je dis que c'est pour dire que toutes les manifestations de lupus sont les manifestations protéiformes et, comme je le disais au début, n'importe quel signe peut être la porte d'entrée de découverte de la maladie. C'est pour cela que des critères diagnostiques ont été mis en place depuis des années et révisés tout le temps. Et les dernières révisions des critères, c'est les révisions du Collège américain de rhumatologie coupées au, au groupe européen de rhumatologues, European League Against Rheumatologists. Je souhaiterais que les prochains critères et que ça ne soit pas que seulement les Américains ou les Européens, mais qu'on ait également la FLA à côté, qui est le groupe africain de lutte contre les maladies rhumatismales, pour qu'on puisse introduire également les particularités africaines dans les critères de diagnostic. Donc, il y a les domaines cliniques, hein, les signes généraux, signes cutanés, signes viscéraux dont on a parlé.
Et donc, les signes hémato, on n'en a pas parlé parce que c'est purement biologique. Peut-être on va en dire un mot dans la biologie, la protéinurie, on en a parlé. Et les antiphospholipides, les compléments, les auto-anticorps qui interviennent, tout ça là interviennent avec des pondérations. Il faut avoir un nombre de points autour de 10 pour être considéré comme un lupus. Là, on fait le total, là, si le total atteint 10, vous êtes considéré comme un lupus. Donc, quelqu'un qui a une néphropathie de classe 3 ou 4, on fait biopsie, il est d'emblée considéré comme lupus parce qu'il est déjà à 10. Quelqu'un qui a une vraie atteinte cutanée de lupus avec atteinte articulaire, il est déjà un lupus. Faut pas, on peut faire le diagnostic sans que les signes neurologiques ne viennent sans qu'on ait recours forcément aux auto-anticorps. Parce qu'il ne faut pas dire, je n'ai pas encore d'auto-anticorps, donc je ne peux pas traiter. Donc, il y a des critères qui nous permettent de dire, oui, ça, on peut considérer comme un lupus, mettre en route un traitement rapidement pour éviter l'apparition des signes viscéraux graves. Donc, pour le diagnostic biologique de la maladie, c'est les principaux auto-anticorps, c'est les anticorps antinucléaires. C'est le premier qu'il faut demander. Je ne l'ai pas écrit ici, les anticorps antinucléaires. Et après, il faut demander les anti-DNA natifs. C'est très important. On ne va pas revenir sur les techniques. Et demander les anticorps antigènes nucléaires solides dans lesquels le, les gens vont vous détecter les anti-SM qui sont très spécifiques du lupus, les anti-SSA ou les anti-SSB, qui peuvent être surtout chez la femme enceinte, si on détecte ces auto-anticorps, surtout le SSA, c'est que l'enfant est à risque de faire un lupus congénital. Donc, dépister SSA chez une femme qui tombe enceinte, c'est qu'il faut vraiment surveiller son enfant parce qu'il va faire un lupus congénital. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire un peu sur le diagnostic biologique, mais centré sur les auto-anticorps. Mais il faut savoir qu'il y a la biologie non spécifique, hein. La biologie non spécifique, c'est l'hémogramme qu'il faut demander et qui peut vous montrer une anémie, une leucopénie, une thrombopénie. Donc, vous pouvez avoir comme seul signe d'entrée du malade, il va venir vous voir, vous faites une fièvre, vous n'expliquez pas, vous faites une numération, vous trouvez juste une anémie. Voici cette anémie est hémolytique ou pas. Donc, et demander les tests. Et ça peut être le seul signe viscéral que le malade va présenter. Et déjà à ce stade, il faut demander le bilan immuno pour voir vraiment si ce n'est pas un lupus et commencer à traiter à ce stade. Donc, comme je vous disais, c'est protéiforme et n'importe quel signe peut être source de la maladie. Le dernier cas de lupus qu'on a reçu, c'est un enfant, il venait d'avoir le bac et qui a fait des crises convulsives tonico-cloniques, qui a été géré plusieurs fois en ambulatoire, mais qui a fini en réanimation. Chez nous ici, les réanimateurs l'ont bien géré, mais à la suite, il fallait investiguer. Donc, c'est devant l'apparition d'un seul signe d'une atragie périphérique que nous, on l'a vu. Et c'était un lupus qui a commencé sa première manifestation par les atteintes neurologiques graves, des crises convulsives, qui a fini en réa. Donc, paix à son âme aujourd'hui parce que l'enfant est finalement parti. Les complications neurologiques sont très graves dans le lupus. Ceci dit, c'était pour vous dire que n'importe quel signe, il faut faire attention. Et je parlais des signes biologiques non spécifiques qui peuvent vous être source de la maladie, de découverte de la maladie. En dehors de l'hémogramme, vous avez une VS qui est accélérée chez les lupus. Mais la CRP est toujours négative chez le lupus. Si vous voyez quelqu'un que vous suivez comme lupus qui a une CRP positive, alors il faut rechercher une infection qui est dangereuse chez le lupus. Parce qu'une infection, c'est un terrain dysimmunitaire peut l'emporter. Donc, il faut voir quel foyer est touché et mettre en route rapidement une antibiothérapie. Donc, CRP positive, soit c'est une poussée viscérale multiple et où c'est
la majorité des cas, CRP positif égale infection chez le lupus. L'évolution de la maladie, c'est dit que ça se fait sur des scores particuliers. Le sclérose lupus erythematosus disease activity index qu'on appelle SLEDAI, qui comprend tous ces paramètres. Il faut savoir que vous allez dire on n'a pas d'activité lorsque le SLEDAI est nul. Entre 1 et 5, il y a activité légère. Entre 6 et 10, l'activité est moyenne. Mais lorsque vous faites le SLEDAI des malades et que c'est très haut, c'est supérieur à 20, c'est une très haute activité et il faut faire un traitement adéquat pour pouvoir contrôler. La majeure partie, il faut arriver à mettre les gens en activité légère. Mais la majeure partie de nos malades sont en moyenne ou en élevé. Ceux qui en sont en très haut, il n'y en a plus parce que s'ils sont en très haut, c'est qu'ils sont déjà partis. Ils ne sont plus avec mon père à leur âme. Que dire des aspects thérapeutiques? Avant d'aborder les aspects thérapeutiques, j'ai quand même sauté une partie, une partie, c'est les formes particulières. Et je pensais le dire oralement. Vous aurez le lupus avec grossesse. Il faut savoir que le lupus aggrave la grossesse aggrave le lupus. Donc, une femme qui a un lupus, il faut vraiment lui dire de mettre le projet obstétrical de côté d'abord jusqu'à ce qu'elle soit en rémission. Et lorsqu'elle est en rémission, il faut attendre quand même au moins 6 mois avant de l'autoriser à prendre la grossesse. Sinon, ce sera chiant entre vous et le gynéco tout le temps et finalement, soit l'enfant, soit c'est avortement, soit c'est fausse couche, soit c'est accouchement, avortement tardif, soit c'est accouchement prématuré, soit c'est l'enfant qui naît avec les malformations cardiaques ou avec son lupus congénital qui peut être dangereux également pour l'enfant. Et donc, du coup, il faut vraiment être prudent et c'est pour cela que certaines fois, les gynécos mettent ça, les malades sous contraception. Et si on doit mettre contraception, pas d'oestrogène. Les progestatifs purs sont indiqués, pas d'oestroprogestatifs pour ces malades-là. L'autre forme, c'est le syndrome des antiphospholipides. Vous allez voir des femmes lupiques avec des fausses couches répétées et thromboses, qui font des thromboses artérielles, ils vont développer le syndrome des antiphospholipides. Là, il faut demander un bilan immunologique particulier. C'est quoi? C'est les anticoagulants lupiques, c'est le bêta de glycoprotéines et les anticardiolipines qui permettent de faire le diagnostic et permettre de mettre ces malades sous commandés, sous anticoagulants et parfois sous aspirine à vie. Donc, la troisième forme particulière dont je voulais parler, c'est le lupus de l'enfant. Le lupus de l'enfant où il faut faire très attention parce que c'est parfois très grave. Ça menace aussi bien le pronostic scolaire que obstétrical, surtout quand c'est la femme ou quand c'est une jeune. Vous me recevez Oui, parce que on je vous a sens perdu que là, oui, tout à l'heure, mais là, on vous reçoit. oui, parce que j'ai un petit souci avec la connexion parce que les dias ne défilent pas. Euh, donc, je parlais en attendant que ça ne se rétablisse et que les dias ne recommencent à défiler. Je parlais du pronostic obstétrical pour les jeunes filles, les jeunes enfants qui sont le pic et sur lesquels on doit les mettre sous traitement immunosuppresseur. Ce traitement immunosuppresseur, ça détruit le capital ovarien. Et quand il y a destruction du capital ovarien, c'est que demain, vous dites au l'enfant, tu ne peux plus faire des enfants. Ça fait que de nos jours, de plus en plus, il y a il y a
techniques de conservation d'ovocytes qui sont proposées à ces malades. Je suis déconnecté, je vais reconnecter l'ordinateur. Dans 5 minutes. Plus, je parlais de ces enfants, que ça c'est vraiment triste. On a connu beaucoup d'enfants comme ça. Il y a certains carrément que les parents nous ont arrachés pour ne plus, et elles ne se font plus suivre et ils les ont même déscolarisés parce que la prise en charge devient tellement coûteuse pour eux. Ils ne pouvaient plus, je repartage mon écran, ils ne pouvaient plus, voilà. Vous revoyez l'écran maintenant, je crois. Oui, professeur, il suffit de mettre en mode diaporama. Oui, c'est parfait. D'accord. OK. Et donc, du coup, il y a certains parents découragés qui ramènent leurs enfants et qui rentrent dans le traditionnel. Après, on apprend que ces enfants sont décédés. On en a pas perdu beaucoup. On avait une bonne file d'enfants le pic, mais qu'on ne voit plus du tout à cause de la prise en charge qui devient très onéreux pour les parents. Un mot de l'aspect thérapeutique. Il faut savoir que la thérapeutique a évolué ainsi que l'historique de la maladie avec des traitements qui ont été essayés depuis la fin du 19e siècle. La quinine a été essayée, le sel d'or, la sulfamide. Mais la révolution du traitement a été donnée par Kendall, lorsque Kendall a isolé la cortisone, qui a évolutionné le traitement. Donc, du coup, le lupus cutané a été traité pendant longtemps par l'hydrocortisone. La forme, euh, la forme méthylée de la cortisone a vraiment servi pour les bolus avec la création de la synthèse de la prednisone qu'on utilise jusqu'à nos jours. Après, c'est en 1951 qu'on a découvert le médicament qu'on utilise jusqu'à nos jours, l'hydroxychloroquine, pour traiter le lupus. Il y a les autres immunosuppresseurs qui ont été découverts également pendant ces années. Mais c'est vers le 21e siècle que les traitements nouveaux, comme le mycophénolate de mofétile ou la biothérapie, le rituximab et aujourd'hui le belimumab, la fronimab, qui sont les plus utilisés au 21e siècle et qui permettent plus ou moins de contrôler la maladie. Mais il y a toujours une cible de malades qui échappe souvent à ces traitements biothérapiques qui coûtent quand même autour de 8 millions par an pour les gens. Il faut être prêt à débourser 8 millions pour contrôler la maladie. Et pour, si ce n'est pas encore suffisant, du fait qu'il y a beaucoup de malades qui échappent encore à ces traitements déjà onéreux, les thérapies ciblées ont commencé à être développées et qui permettent de guérir carrément le lupus. Mais c'est encore au stade en étude de phase 3 dans les pays développés. Et quand ça va prendre, je ne sais pas si nous pourra les payer pour pouvoir guérir nos patients. Ce qui est sûr, c'est une prise en charge multidisciplinaire du fait on est parlé, on a vu que la maladie touche presque tous les organes. Et du coup, le traitement va être assez sur trois parties. Il faut traiter les poussées. Et s'il n'y a pas les poussées, il faut traiter les symptômes. Mais tout ça va reposer sur un traitement de fond qui va être vraiment permanent. Donc, l'objectif à court terme, c'est de contrôler la poussée et d'obtenir la rémission dès qu'on fait un diagnostic de lupus. Et à moyen terme, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas de complications graves et qu'on doit préserver la qualité de vie et favoriser la réinsertion socio-professionnelle parce que la majeure partie de ces dames, parce que c'est les dames,
c'est les jeunes dames. Et je vous ai dit, elles sont très belles, donc très sollicitées dans leur travail, dans leur entreprise, parce que, bon, qu'on le veuille ou non, la femme a toujours un privilège lorsque on est en quête d'emploi. Et cet privilège, c'est des gens qui ont de difficultés à se faire soigner et cachent la maladie à leur patron, pour qu'on puisse pas les traiter de fainéants parce qu'ils veulent prouver. Donc, du coup, elles se mettent un stress supplémentaire et ce stress supplémentaire est source de pousser. Donc, c'est souvent très difficile de les contrôler, ces patients. Même quand on décide de les hospitaliser, c'est très difficile, surtout quand ils travaillent dans le privé. Quand ils sont dans le public, c'est plus simple. Ils sont plus relax. Mais quand c'est le privé, c'est compliqué. Donc, à long terme, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas des séquelles de la maladie ou qu'il ne meurt pas et qu'il conserve une bonne qualité de vie. Donc, on a déjà parlé du score de suivi, notamment l'indice SLEDAI. Donc, la salle thérapeutique va comporter une bonne éducation thérapeutique. Il faut vraiment informer le malade, expliquer ce que c'est que le lupus, expliquer les facteurs qui interviennent dans le déclenchement de la maladie. Il faut tout dire au malade. Il faut lui expliquer les difficultés, le traitement, les difficultés éventuelles qu'on peut avoir pour le traitement et tout lui dire. Et lui donner, même s'il y a possibilité de lui donner des sites de lecture, si c'est un intellectuel, même si vous ne donnez pas eux-mêmes, ils vont chercher pour qu'ils lisent, pour comprendre ce qu'ils ont. Quand ils ont fini de comprendre, ils adhèrent complètement au schéma thérapeutique et à l'éducation thérapeutique qui doit permettre de leur permettre de faire une auto-évaluation de leur maladie et ils doivent participer à ce qu'on appelle les séances d'éducation thérapeutique où on les met ensemble, on partage les expériences les uns des autres et on leur dit, partage les règles qu'ils doivent respecter, ce qu'ils peuvent faire euh, pour pouvoir mieux gérer leur maladie. Il faut l'appui du psychologue et il y a souvent l'appui de l'association des malades qui n'est pas encore très actif au Bénin. C'est actif encore, c'est déjà actif dans certains pays en Afrique, mais au Bénin, ce n'est pas encore très actif parce que les malades, ils doivent vraiment courir. C'est surtout les intellectuels. Ces intellectuels n'ont pas souvent le temps. Et si on arrive à mettre la main là-dessus, c'est qu'ils sont hospitalisés et on va faire le projet, mais après, c'est compliqué. Mais je pense qu'on va y arriver avec, la nouvelle génération de médecins qui est là, qui est aussi très dynamique et qui est prête à monter le projet avec nous. Pour le traitement de fond, je vous dirais que c'est surtout les immunosuppresseurs. Au début, on met l'hydroxychloroquine. Si ça ne marche pas, on peut mettre thalidomide et nalidomide, mais on peut mettre l'azathromycine, le cyclophosphamide, le mycophénolate. La biothérapie dont je parlais tout à l'heure, on peut les utiliser. Mais en Afrique, on n'est pas encore à l'utiliser. Et quelques pays qui l'ont utilisé, c'est le Sénégal. Mais c'est très cher. Et donc, ils ont des difficultés d'approvisionnement des médicaments. On ne va pas revenir là-dessus. Pour le traitement d'attaque dont je parlais, quand la personne est en poussée, il faut vraiment faire une corticothérapie. Parfois, on fait des bolus de méthylprednisone en hospitalisation et qu'on commence à diminuer. Il faut quand même que la corticothérapie soit la plus courte possible de nos jours à cause des complications que cette même corticothérapie peut entraîner. On en a besoin, mais elle peut entraîner des complications. Donc, c'est pour cela qu'il faut voir le juste milieu pour bien l'utiliser. Et pour l'utiliser, si ça doit être nécessiter un traitement au long cours, il ne faut pas que ça dépasse 5 à 10 mg par jour pour éviter au maximum les complications. Et quand on met une corticothérapie, il faut mettre tout ce qui est traitement adjuvant, supplémentation vitamino-calcique D, régime pauvre en sel, en sucre, en, en aliments gras, activité sportive, supplémentation vitamino-calcique, j'avais déjà dit ça. Potassique également, oui. Et
les thérapies de demain dont je parlais, c'est ça, c'est issu de la physiopathologie, hein. Donc, les gens développent les molécules contre le BAF et le BLIS, c'est les molécules qui activent le lymphocyte B et dont je vous ai parlé dans la physiopathologie. Il y a des développements des anticorps pour bloquer ces molécules. Il y a la thérapie ciblée sur le lymphocyte T qui est au cœur de la maladie. Donc, on prend le lymphocyte T auto-immune, on le lave, on enlève la cible contre, qui lui permet de faire l'auto-immunité, on rejette le lymphocyte au malade et qui prend la place des lymphocytes auto-immuns dans l'organisme. Et le malade est d'emblée guéri parce qu'il n'a plus la possibilité de développer les auto-anticorps contre ces antigènes de soi. Ça, c'est les thérapies de développement et qui sont déjà en phase 3. Ils ont expérimenté ça chez certains malades qui marchent très bien, mais on ne sait pas encore au stade de production de vente. Mais si ça vient au stade de vente, je ne sais pas quand est-ce que nous on pourra avoir la chance de l'acquérir dans notre pays. Donc, pour récapituler, c'est que lorsque vous avez une atteinte cutanée, l'hydroxychloroquine seule suffit. On n'a même pas besoin de faire de- d'un anti-inflammatoire. Lorsque l'atteinte articulaire vient, en plus de l'hydroxychloroquine, vous pouvez donner un AINS, mais il faut être très sûr que le rein n'est pas touché. Une microalbuminurie. Si vous faites votre microalbuminurie et qu'il y a une microalbuminurie, pardon, vous évitez les AINS. Il vaut mieux mettre en place il vaut mieux mettre en place la prednisone que de mettre la INS. Lorsqu'il y a une série, une atteinte viscérale, il faut augmenter la dose à 0,5 mg kilo pour contrôler cette atteinte viscérale. Parfois, faire des bolus de 120 mg de méthylprednisone jusqu'à 1 gramme pour pouvoir contrôler. Et lorsque il y a des complications hématologiques, comme je vous ai dit, l'anémie auto-immune, la leucopénie, la thrombopénie, qui peut être très sévère et grave. On en a eu des malades comme ça, avec thrombopénie très sévère. Et quand on dose par plaquettes, là, c'est pratiquement zéro. On trouve une ou deux plaquettes dans son organisme. C'est des malades qui saignent à tout moment. Donc, c'est dangereux d'avoir c'est dangereux d'avoir des malades comme ça parce qu'on finit par les perdre. Même si vous les récupérez, vous êtes découragé après parce que quand vous voyez ces malades, ils finissent par vous glisser sous la main. Et quand ils vous glissent sous la main, vous n'avez plus la possibilité de les soigner. Et quand il y a l'atteinte neurologique en première intention, c'est la prednisone, cyclophosphamine, mycophénolate de mofétyl, le belimumab, c'est ça qui est bien indiqué. Et quand vous donnez ces médicaments et que vous contrôlez plus ou moins, il faut maintenant mettre un traitement de fond en deuxième intention pour pouvoir contrôler. Et quand c'est hémato, c'est le rituximab qui coûte 8 millions par an. C'est disponible au Bénin et il faut faire 2 grammes en 2 semaines. Il faut faire 2 grammes pendant 2 semaines. Et quand vous prenez les flacons, le flacon de 500 est à 900 000 au Bénin. Tandis qu'à Dakar, c'est autour de 300 à 400 000. Au Bénin, c'est à 900 000. Donc, alors il faut servir 4 flacons pour traiter un malade. Il faut faire une cure que vous devez répéter 2 semaines après, 4 flacons après. Donc, il faut faire une cure, deuxième cure 2 semaines après et attendre tous les 6 mois pour faire la même chose. Donc, en une année, quand vous évaluez, c'est autour de 8 millions. Euh, Dans certains pays où ça a été allégé, au moins, eux ils sont autour de 3 millions, 3 millions et demi par an, 4 millions, par exemple, c'est Dakar. Mais au Bénin, les produits qui sont là, c'est presque à 1 million, ils vendent un flacon de 500. Donc, c'est très cher, hors de la portée des patients. Donc, c'est vraiment le problème qu'on a de nos jours. Quand c'est la polyarthrite seule, on peut mettre le méthotrexate en traitement de fond
Et quand c'est la peau, en plus de méthotrexate, si ça ne marche pas, on peut mettre thalidomide ou bien l'énamidomide, comme qui est le Revlimid dont on a parlé. Maintenant, quand vous avez fait tout ça là, et le lupus demeure toujours réfractaire, il n'y a que pas autre solution, ce n'est que la biothérapie, belimumab et la nifrolumab. On en a chez nous, mais on ne peut pas donner ces traitements parce que c'est très cher. Du coup, on met les gens sous des corticothérapies très élevées pour pouvoir les contrôler. Et après, nous-mêmes, les malades deviennent incontrôlables pour nous parce qu'elles commencent à développer des complications. Et vous baissez la corticothérapie, eux-mêmes arrivés à la maison, tellement ils se sentent mal que comme ils savent que la corticothérapie augmente, ils font de l'automédication et ils viennent avec d'autres complications qui deviennent ingérables et on finit par les perdre. Donc, c'est dit que vraiment, c'est une pathologie qui nous crée vraiment de soucis, qui nous casse la tête, qui nous casse la tête. C'est l'arrivée de la thérapie ciblée sur le lymphocyte T est bienvenue, mais si on peut y arriver à mettre un coût plus bas pour que les patients aient accès, qu'on guérisse vraiment les malades du pic, ça va enlever une grosse épine de notre plante qui saigne déjà pour ces malades quand on les voit au stade de complication. Je vais quand même faire un clin d'œil à notre médecine traditionnelle en disant que dans notre médecine traditionnelle, on y travaille parce que ça fait partie d'un as, un véritable as de recherche dans le service de rhumatologie à Cotonou, c'est les plantes et les maladies auto-immunes. Donc, on commence à travailler un peu. Nous, on est en phase de recensement des plantes susceptibles d'agir sur ces maladies. Mais c'est compliqué de travailler avec les gens qui ne veulent pas livrer les secrets de leur chasse gardée en Afrique et pensent qu'on leur vole les idées. Mais on va y arriver. On est en phase de recensement pour pouvoir traiter ces plantes, faire le screen, isoler les principes actifs et voir quelles sont les plantes avec lesquelles vraiment on peut travailler pour pallier un peu au coût massif et élevé des biothérapies ou des traitements très efficaces sur le lupus dont on n'a pas assez. Parce que Nadia, elle est bloquée. Donc, en conclusion, le lupus, c'est très fréquent, hein. C'est pas un mythe, c'est vraiment une réalité en Afrique et ça traverse le temps. Ça traverse le temps. En autre temps, quand moi j'ai commencé, on diagnostiquait à peine, il n'y avait pas assez de moyens, mais aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on n'a pas de moyens pour diagnostiquer le lupus. Et plus on est nombreux à penser à la maladie, mieux on va dépister les 40 000 cas qui traînent, dont certains meurent de ce qu'on sait tous en Afrique, la sorcellerie, alors que c'est vraiment une vraie maladie. Et donc, vous et nous, on a un rôle vraiment à jouer dans le dépistage de ces cas. Et si je dois vous dire un seul mot, une seule phrase, c'est de considérer comme tout signe que vous allez voir devant vous chez un malade et qui ne va pas être un signe évident d'une maladie, de le considérer comme un lupus et de commencer à faire une orientation dans ce sens jusqu'à preuve de contraire. Je vous remercie. Donc, je suis ouvert aux questions et aux échanges. Merci beaucoup, professeur, pour cet exposé qui était vraiment excellent et qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses sur le lupus. Nous allons passer à la deuxième partie de notre formation, qui est la phase des questions-réponses. Je vais demander donc à toute personne connectée qui a envie de partager une expérience, de poser une question, de bien vouloir lever la main et la parole lui sera.
Je ne sais pas s'il y a des questions ou si tout était assez clair. Oui, Monsieur Mohamed, vous avez la parole. Donc, bonjour à tous. Merci, professeur, pour votre présentation. J'ai essentiellement une question. Quels sont les moyens de prévention pour les patients présentant des facteurs de risque génétiques de faire un lupus? Ce sera tout. Je n'ai pas toujours vu de main levée. Il me semble que ma conférence est tellement nulle que les gens n'ont pas voulu poser de questions. Je, je rentre dans le chat, je vois les gens qui posent des questions dans le chat. Est-ce que c'est une maladie curative? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une maladie auto-immune. Vous avez vu les facteurs génétiques en dessous, les facteurs environnementaux également en dessous qui ont déclenché la maladie, qui déclenchent la maladie. Et quand il y a ces facteurs, on ne peut plus parler de maladie vraiment curative, mais on a, on peut tout mettre en œuvre pour que cette maladie soit mise en rémission, que le patient n'ait plus rien du tout et qui soit un patient comme s'il n'a rien du tout, quoi, mais qui est sous son traitement, qui suit ses règles. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire guérir le lupus. On attend vraiment les données de la thérapie ciblée sur le lymphocyte T. On attend les données, voir vraiment si on peut dire que c'est vraiment la guérison. Parce que comme je vous ai dit, le modèle, c'est de remplacer les lymphocytes auto-humains chez le lupus par des lymphocytes qui ne sont plus auto-humains. C'est ce que la thérapie ciblée fait. Et quand ils ont essayé chez 7 patients, les 7 ont été déclarés guéris. Donc, ils n'ont plus jamais fait de symptômes. Ils ont vraiment été déclarés guéris. Mais je continue de dire que guérison, qu'on dit, c'est en griffe parce que c'est génétique et environnemental. Donc, à tout moment, si les facteurs d'exposition sont toujours là, la rupture de soi peut encore se créer. Voilà ce que je peux répondre à la question. J'ai vu Il y a Mohamed Monsieur lever Mohamed la qui main. avait posé une question, oui. J'ai pas, il a la parole, je ne l'entends pas. Son micro est fermé. OK. Monsieur Mohamed, vous pouvez reprendre votre question si vous... Donc, merci beaucoup, docteur. Euh, J'avais posé la question, mais je crois que mon micro avait un problème. Je voulais demander quels sont les moyens de prévention pour les patients qui présentent des facteurs de risque génétique de lupus. C'est tout. Oui, je vois également docteur Abdel. Vous pouvez activer votre micro pour poser votre Ok, question. ok, merci pour la parole accordée. Bonjour, chers maîtres et bonjour, chers collègues. Merci. Bon, moi, j'ai une question un peu d'ordre général et si possible aussi des conseils. Je suis un médecin généraliste. Oui, vous me recevez, non? Oui, bien Oui. sûr, on t'entend. D'accord, ok. Je suis un médecin généraliste, je suis un Tchadien. Bon, au fait,
je suis un peu perturbé parce que généralement, comme la prise en charge, tout ça, la démarche du diagnostic, ça demande des moyens. Quelquefois, quand, par exemple, chez nous ici, nos labos, quelquefois, pour faire même doser juste les anticorps, on ne peut pas. Quelquefois, on envoie les prélèvements, c'est au niveau de le laboratoire Cerbab, en tout cas vers la France. D'abord, on nous fait pour nous envoyer tout ça. Et tellement que c'est coûteux, les malades ont tendance à fuir. Bon, moi, je pense que la joie d'un médecin, c'est de voir ton patient peut-être guéri ou soit tout ça, mais quelquefois, les malades viennent et quand on commence déjà les traitements, ils n'arrivent pas, ils fuient, ils se retrouvent au quartier, comme vous venez de dire, chez les tradithérapeutes, tout ça, quoi. Bon, le ressentiment d'un médecin interniste, tout ça en face de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand nous, les jeunes, maintenant, quand on va embrasser peut-être le domaine de la médecine interne pour aider nos concitoyens dans ce sens, bon, on voit que les prises en charge, ça coûte, les malades fuient. Finalement, quelle sera ta joie? Voilà, c'est toutes les questions que je me pose et ça, j'ai peur, est-ce qu'il faut changer d'avis ou bien il faut continuer à aller faire la médecine interne dans ce sens? Quoi. Merci. Merci beaucoup à vous, docteur. Ouais, Il y a une autre question, je ne sais pas si vous me permettez de la lire rapidement. oui, Est-ce que la connectivite mixte a les mêmes complications que le lupus? d'accord. Ton activité est complication du tout. Ok. Je ne vois pas d'autres mains levées. J'essaie de répondre à la première question. Donc, pour ceux qui ont les facteurs de risque, moyens de prévention, euh, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a les facteurs endogènes contre lesquels on peut rien faire. Si vous avez votre mutation génétique, vous avez votre les déficits en complément, les mutations concernant votre système du groupe HA, on ne peut rien faire génétiquement. Par contre, ces facteurs génétiques sont, ces facteurs endogènes sont excités ou perturbés par les facteurs exogènes et qui sont, que je vous ai cités, hein, les facteurs environnementaux, il y a les virus, il y a le rayon soleil, il y a plein de facteurs, les médicaments. Et donc, quand vous êtes prédisposé, franchement, ce qu'il faut faire, c'est d'éviter au maximum ces facteurs-là. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Si vous avez prédisposition génétique, par exemple, vous êtes jumeaux et que votre frère, soeur jumelle fait un lupus, il faut savoir que si c'est homozygote, c'est que vous avez 40 à 60% de cas de faire le lupus. Maintenant, si la vie vous a préservé que jusqu'à votre âge adulte, vous n'avez pas fait le lupus et vous voyez votre soeur jumelle faire le lupus et que vous commencez à fumer le tabac et vous commencez à vous exposer au soleil, et à la plage, c'est vous, vous êtes partout et vous n'évitez pas réellement les vrais facteurs de risque dont on a parlé, pas de bonne règle d'hygiène, et puis vous laissez infecter par les virus, et si vous attrapez un SMBA, vous avez beaucoup plus de chances de faire déclencher votre maladie. Oui, la prévention dont vous parlez, c'est possible si vous avez déjà des facteurs de risque familiaux. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Évitez vraiment les facteurs environnementaux quand il y a déjà des prédispositions familiales, des facteurs de risque. Par rapport à mon ami tchadien, oui, c'est pas seulement au Tchad, hein, c'est partout, nous tous on est passé par là. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, vous voyez les critères diagnostiques. Vous pouvez faire votre diagnostic sans même avoir un seul élément de laboratoire. C'est-à-dire quelqu'un qui a des signes cutanés, il a des 6 points, il a une polyarthrite, il a 6 points, c'est 12, c'est un lupus. Vous traitez comme lupus.
Maintenant, dans votre expérience, je vous ai dit n'importe quel signe peut être déclencheur de la maladie. Quand vous avez commencé à traiter un malade et qui vient pour fièvre, par exemple, je dis n'importe quoi, un fièvre au long cours, il traite, vous avez traité par lui. Ça n'a pas marché. Côté test négatif, vous dites encore que non. Peut-être que l'autre CTA là n'a pas marché. On a passé à un autre CTA, on a fait une quinine. Ça ne marche pas. Après, on fait sérodiagnostic qu'on ne doit plus faire là. On fait ça et le laboratoire nous met TH positif quelque part là. On dit, ah, c'est un typhoïde. On met quinolone, on met tout. C'est toujours fièvre. On fait tout et qu'on s'entête à trouver, à vouloir traiter une maladie alors que la maladie, le signe nous dit clairement que non, ce que tu fais là, c'est pas infection, c'est pas infection. Tout fièvre, c'est pas infection. Ça peut être immunologique. Il faut commencer à penser aux étiologies immunologiques en même temps. Maintenant, si vous êtes seul, que vous doutez et que vous avez d'autres collègues de la sous-région, concertez-vous. Il ne faut pas que les labos vous appellent seulement pour dire de venir manger. Quand ils vous appellent, vous dites, on veut discuter d'un cas. Allez voir un collègue pour dire, ah, j'ai tel cas. Donc, la multidisciplinarité là, doit être au cœur des signes qui nous embêtent dans notre vie de pratique quotidienne. Et quand vous avez amené la multidisciplinarité, le malade est sécurisé. Hein? L'idée que vous n'avez pas un autre peut avoir, vous revoyez, et puis paf, vous allez voir que c'est, ah non, j'étais passé à côté d'une myopathie inflammatoire qui est aussi une connectivite, ou bien c'est une sclérodémie, ou bien une connectivite mise, ou un Gougerot, ah oui, c'était ça. Voilà, donc c'est comme ça, je pense qu'il faut faire, même s'il n'y a pas labo, la force de travail en équipe va être équivalente de labo dans les pays où on n'a pas les labos tout en mettant la pression pour que, bon, on nous mette en place euh, les, les, les équipements nécessaires pour pouvoir faire le diagnostic. C'est ce que je peux dire par rapport aux, aux moyens et c'est vrai, quand vous traitez un malade, même si vous avez le bon diagnostic, vous avez mis le bon traitement, et que le traitement ne marche pas, il dépenser trop pour pouvoir prendre le médicament. Même si le médicament marche sur lui, le fait de dépenser trop, ça ne l'arrange pas. L'idée de maladie chronique, là, c'est pas dans la tête des Africains. Les Africains ne connaissent pas la maladie chronique. C'est pour cela que j'ai dit que le premier volet du traitement, c'est l'éducation et bien expliquer ça aux malades. Que votre maladie, il faut que vous la voyez comme l'hypertension, comme diabète, pour laquelle vous suivez des règles, ou bien pour lesquelles vous suivez des règles où vous prenez les médicaments tous les jours. Le lupus est aussi comme ça. Sinon, s'ils doivent se mettre en tête que c'est pas lui, je dois prendre médicament 3 jours, 4 jours, ça va guérir. Et qu'on ne lui a pas expliqué, il prend médicament et tous les jours, il doit prendre médicament. Un jour là, il sera fatigué. Quelqu'un va même venir lui dire, le super médecin qui n'a jamais mis pied à l'école va venir lui dire, oh, c'est quelle maladie tu as, tu prends médicament tous les jours. Donc, c'est ça. Et puis, on va l'embobiner. Et c'est comme ça, il va se retrouver chez nos médecins de quartier. Et c'est très fréquent hein, chez nos malades. Et quand ils finissent de faire le tour, ils reviennent avec des complications rénales, d'autres complications viscérales, et dans lesquelles on finit par les perdre. C'est ce que je peux répondre à au collègue Tadien, que je salue au passage. Et connectivite mixte et la connectivite mixte fait partie du grand groupe de connectivite dans lequel le lupus est. Donc, votre connectivite mixte, ça peut être une connectivite mixte, là, ça veut dire que ça a emprunté les signes des autres connectivites. Donc, ça peut emprunter les signes de lupus, emprunter les signes d'une myopathie inflammatoire, emprunter les signes d'une polyarthrite rhumatoïde, et c'est le plus fréquent. Donc, lupus et polyarthrite rhumatoïde, ça va faire lupus. C'est encore plus dangereux parce que ne serait-ce que sur le plan articulaire, le lupus ne détruit pas, mais quand ça devient lupus, c'est-à-dire ça a pris les signes de lupus et le signe de polyarthrite, ça détruit vos articulations. Les complications pulmonaires sont encore plus graves, les complications cardiaques sont encore plus graves, toutes les complications rénales sont encore plus graves parce que c'est deux connectivités ensemble. Maintenant, si vous faites une connectivité mixte avec
la forme particulière. Il y a une connectivité muscle qui a une forme particulière qu'on appelle le syndrome de Sharp. Et où quand on dose les anticorps, on trouve l'anticorps qu'on appelle URNP. Cette connectivité a un pronostic bénin. Donc, si c'est un syndrome de Sharp, votre pronostic semble être bénin parce que vous avez développé des auto-anticorps qui semblent protéger. C'est ça l'URNP qui semble protéger. Mais ce n'est pas toutes les connectivites mixtes qui sont syndrome de Sharp. C'est ce que je peux répondre à la collègue sur, sur les complications de la connectivité mixte. Je ne sais pas s'il y a une autre question, je n'ai pas vu ça dans le chat. Peut-être facile, je ne sais pas. D'accord, professeur. Je n'ai pas aussi vu de main levée et je n'ai pas de nouvelles questions aussi. Il y a Monsieur Serge qui a levé la main. Monsieur Serge, vous avez la parole. Merci de vous présenter et de poser votre question. Merci, madame. C'est M. Bundu, depuis la RDC, depuis la RDC à Kinshasa. Je remercie d'abord les professeurs pour la bonne question, mais j'avais quelques préoccupations. Donc, premièrement, Monsieur Serge, on ne vous entend plus. pour l'attitude qui consiste à professeur de la prénisolone, ici, je suis parmi les facteurs. Je disais ceci. Maintenant, c'est bon, maintenant, vous me recevez. Oui, oui. Je commence d'abord par remercier les maîtres pour la présentation, qui était vraiment impeccable, mais néanmoins, j'avais quelques préoccupations. La première préoccupation, c'est pour la gestion des poussées lipides. Ici, chez nous, au Congo, souvent, on met une corticothérapie, comme le professeur a dit, mais aussi on donne des IPP. On donne des IPP systématiquement pour prévenir les effets indésirables de la corticothérapie. Je ne sais pas comment les professeurs trouvent cette attitude. Parce que dans la présentation, parmi les facteurs exogènes qui peuvent déclencher un lupus, le professeur a parlé des IPP. Je ne sais pas si cette attitude-là, c'est bien ou soit si cette attitude-là est mal. Ma deuxième question, c'est en cas, par exemple, si nous avons une contre-indication absolue à la corticothérapie, si nous avons une contre-indication absolue de mettre une corticothérapie pour la gestion des poussées, je ne sais pas si peut-être il y a une alternative, une autre molécule qu'on peut utiliser pour gérer la douleur, si les professeurs nous dire. Et la troisième question, si le professeur peut nous dire un mot sur les lipus induits. Je ne sais pas si vous m'avez bien reçu. Professeur, est-ce que vous avez bien reçu les questions de Dr. Serge? Bien sûr, bien sûr. Il a posé des questions très intéressantes. Donc, je vais apporter des réponses claires et simples. La première question par rapport à la corticothérapie et IPP. Normalement, dans le mécanisme d'action de la corticothérapie, il n'y a pas d'action sur le tube digestif. Je ne sais pas pourquoi on met les IPP. Ça bloque l'action de la phospholipase A2. Son mécanisme d'action n'a rien à voir avec le blocage de la cyclooxygénase. Donc, l'IPP avec une corticothérapie, c'est pas recommandé. Par contre, si la personne fait vraiment des crises d'ulcère et fait des poussées d'ulcère, vous pouvez essayer de chercher de protéger, mais faire systématiquement, le mécanisme d'action ne l'explique pas. Est-ce que je peux vous dire? Et du coup, IPP, il faut que vous ayez un ferment prédisposé. Et quand vous donnez IPP, ça, ce n'est que des facteurs exogènes. Ça ne veut pas dire que si vous avez terrain IPP, vous prenez terrain prédisposé, vous prenez IPP. Ça veut dire d'emblée que vous allez faire j'active ma vidéo pour que vous voyez bien le logo de Lupus parce que je continue d'être avec mes patients en célébrant la journée mondiale de Lupus avec le t-shirt. OK. Donc, je disais que l'IPP sur un terrain prédisposé ne veut pas dire forcément que tu fais lupus. Il faut quand même l'éviter. Mais si tu fais le lupus, ce lupus
sera un lupus induit. Et ça me permet d'aborder votre dernière question avant de venir sur la contre-indication absolue. Le lupus induit, je n'en ai pas parlé parce que c'était déjà trop long la conférence. Donc, ça fait partie des formes particulières dans lesquelles pour lesquelles je voulais dire un mot. Effectivement, certains médicaments, quand vous les prenez, peuvent induire le lupus. Mais comme vous entendez, c'est induction. Ce n'est pas le même mécanisme par les corps apoptotiques qui sont vraiment des auto-antigènes dirigés contre l'ADN double caténaire. Ici, le lupus induit, c'est induit par l'ADN dénaturé monocaténaire. Et donc, ce n'est pas le même diagnostic. C'est pas les mêmes auto-anticorps. Tout d'abord, les signes sont les signes sont moins graves que dans le lupus, le lupus non induit. Deuxième chose, pour faire le diagnostic, vous n'allez pas voir les anti-DNA natifs. C'est plutôt les anti-histones que vous allez faire. Vous allez voir au niveau des auto-anticorps. Et troisième chose, le lupus induit est réversible. Réversible parce que si c'est le médicament qui est en train, quand vous enlevez le médicament, le lupus va disparaître au bout du temps, au fil des temps avec l'arrêt du médicament qui a induit le lupus. Voilà les trois grandes choses que je peux vous dire sur le lupus en disant que première chose, elle est moins grave que le lupus non induit. Deuxième chose, c'est ADN dénaturé, donc ce n'est pas le même mécanisme physiopathologique. Donc, du coup, son diagnostic, ce n'est pas les anticorps anti-DNA natifs, mais c'est plutôt les anti-histones qu'on voit qui peuvent permettre de faire le diagnostic. Et la troisième chose dans le lupus induit, c'est que sur le plan thérapeutique, il suffit juste de retirer le médicament qui a induit et le lupus disparaît. Votre deuxième question qui est, on doit mettre une corticothérapie sur un malade qui a une contre-indication absolue. Bon, je peux vous dire que il n'y a pas de contre-indication dans la corticothérapie. Il faut qu'aujourd'hui vous sachiez que la seule contre-indication de la corticothérapie, c'est la corticothérapie. C'est-à-dire que le malade est allergique aux corticoïdes. Si ce n'est pas ça, là, il n'y a pas de contre-indication à la corticothérapie. Ce qu'il faut faire quand un malade a une affection que vous jugez comme contre-indication, vous mettez tout en place pour contrôler cette affection. Si c'est un sepsis, vous isolez le germe, vous mettez tout en place pour contrôler le sepsis et vous ramenez votre corticothérapie, sinon vous allez perdre votre patient. Vraiment, il faut qu'on garde ça en tête. L'essentiel, c'est de savoir maîtriser, contrôler ce qu'on appelle contre-indication. Sinon, la seule contre-indication de la corticothérapie, c'est la corticothérapie. C'est ce que je peux vous dire par rapport à la deuxième question. Je pense que j'ai épuisé les trois questions. Il y avait deux questions en main que j'ai abordées. Je ne sais pas si Dr. Serge est satisfait. Oui, je suis satisfait, cher maître. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Merci. Merci à vous. Il y a docteur Abel qui a posé une question dans le chat. Est-ce que la gastrite chronique auto-immune fait partie des complications du lupus? Merci pour cette question. La gastrite chronique auto-immune, c'est une maladie auto-immune. Mais, comme vous le dites, elle semble être beaucoup spécifique d'organes qu'une maladie systémique. Donc, il faut faire attention aux maladies auto-immunes qui sont spécifiques d'organes, comme la cirrhose biliaire, comme la thyroïdite d'Hashimoto, et les maladies auto-immunes systémiques. C'est pas parce que c'est auto-immune que c'est forcément systémique. Donc, le lupus est une maladie auto-immune systémique. Ça peut donner des complications digestives dont je vous ai parlé. Mais cette complication digestive, elle est à prendre à part par rapport à la gastrite auto-immune qui est encore une autre
entité à part qui est une maladie auto-immune spécifique d'organes. C'est ce que je peux expliquer par rapport à sa question. Je ne sais pas si elle est satisfaite, docteur. C'est surtout docteur Abdel qui avait posé la question. Je ne sais pas s'il est satisfait. Ok, merci. Autre Je ne sais question. pas s'il y a d'autres questions. Ouais, je reviens là. Ah oui, docteur Abel. Oui, je pense que c'est vrai que souvent on a ces réflexes. Vous venez d'évoquer un aspect très important. Quand on met les malades sous la corticothérapie, on met, par exemple, même en pédiatrie partout, hein, bon, même c'est pas seulement en pédiatrie, mais même en médecine des adultes, même quand on met les corticothérapies, généralement on met les IPP autres. Mais c'est vrai, vous venez de parler de la physiopathe, on voit que il n'y a pas vraiment un lien. Mais certains malades qui prennent des corticothérapies au long cours, quelquefois, ils se plaignent un peu des épigastralgies et autres, quoi. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais comment on pourra vraiment redresser cette pratique-là? Merci. Ce que je vous recommande quand quelqu'un se plaint d'un symptôme, si c'est digestif, si c'est vraiment épigastrique, il a les moyens d'aller regarder pour voir pourquoi c'est comme ça. Parce que ça peut être autre chose qui n'a rien à voir avec même ce que vous avez mis. Et vous serez en train de mettre IPP alors qu'il développe autre chose. C'est ce que je peux vous dire. Comme je vous ai dit, le mécanisme d'action de la corticothérapie, c'est inhibition de la phospholipase A2. C'est pas inhibition de la cyclooxygénase comme les AINS qui permet de comprendre pourquoi euh, la cyclooxygénase comment dire, la cyclooxygénase qui est protectrice de la muqueuse gastrique ne l'est plus quand on met les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais quand c'est la stéroïde, c'est phospholipase A2. Hein. Il y a pas, on ne peut pas expliquer ça. Par contre, effectivement, les malades, en prenant beaucoup de médicaments dans leur estomac, ils peuvent commencer à avoir des petites, puisque l'estomac brasse, travaille tout le temps, il peut avoir des petites lésions. Et il faut demander au gastro de regarder pour voir si cette lésion ne correspond pas à autre chose. C'est vrai que si le malade n'a pas les moyens de le faire, on sait que le traitement symptomatique, c'est de donner les pansements, c'est de donner un IPP. Mais si on peut au maximum savoir pourquoi c'est arrivé, et c'est mieux que de le faire systématiquement. Je ne dirais pas la même réponse si vous m'aviez parlé de l'anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est autre chose. Voilà, c'est ce que je peux rajouter comme apport à la préoccupation. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je ne sais pas si docteur Abel, autant pour moi, est satisfait ou est-ce qu'il a d'autres Ouais, questions. merci. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Sinon, Merci beaucoup. comme, Oui. comme je disais avant, bon, on a l'ambition de suivre le chemin du cher maître, mais vraiment en Afrique, c'est tellement difficile de pratiquer dans ce domaine où les malades viennent, ils ne veulent pas faire des examens, mais ils veulent tout de suite des médicaments. Vraiment, c'est vraiment complexe, quoi. Ça m'inquiète un peu toujours, mais bon, merci. Merci à vous, docteur Abel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques avant que nous ne puissions clôturer. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres remarques, je vais profiter déjà pour annoncer le prochain webinaire. Le prochain webinaire aura lieu le samedi 18 mai à 9h GMT, soit 10h heure du Bénin, et portera sur les infections urinaires.
Ce cours sera animé par un neurologue que nous allons recevoir. Professeur, je vais vous demander encore une question. Qu'est-ce que vous auriez aimé que nous puissions garder vraiment de la séance d'aujourd'hui? Je sais que vous aviez déjà dit ça, mais bon, je sais que vous allez peut-être encore reprendre ça. J'avoue que je n'ai pas bien entendu la question. D'accord. Bien avant ma question, je pense qu'il y a une question qui est venue. Avez-vous des données statistiques en Afrique par rapport au lupus? Et moi, ma question était de savoir qu'est-ce que vous auriez aimé que nous puissions garder de la séance d'aujourd'hui? Voilà. Ok, bon, les données statistiques en Afrique, peut-être que je vais partager euh, certaines données avec Dr Pascaline qui vous fera, qui vous acheminera ces données. Mais je vous ai dit ça déjà dans l'épidémiologie de la maladie. En Afrique, on travaille très peu. Ou quand on travaille, on publie dans les revues dans lesquelles on ne nous voit pas. Donc, du coup, quand on cherche les données, on ne les voit pas. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a certaines données, on a été obligé d'appeler les gens pour qu'ils nous envoient ce qu'ils ont publié dans les revues auxquelles on n'a pas accès. Et donc, c'est vraiment, notre grand problème en Afrique, ça. Donc, les données peuvent exister, mais c'est pas encore ça. On a un projet de mise en place d'un registre, même si c'est pas africain, c'est ouest africain francophone de collecte de maladies auto-immunes. Et qu'on va mettre en place. Je travaille déjà avec un statisticien pour ça, pour pouvoir mettre en place un logiciel, pour pouvoir voir comment on peut, chacun dans son pays peut faire collecter certaines données pour qu'on puisse avoir quand même un registre, même si c'est électronique, de maladies auto-immunes euh, qu'on pourra exploiter peut-être à la prochaine journée mondiale du lupus. On pourrait parler vraiment des vraies données de l'Afrique, non des données parcellaires, des fréquences hospitalières qu'une personne, deux personnes ont publiées dans leur hôpital. Ce n'est pas encore ça, les vraies données. Donc, si c'est les vraies données, non. Mais on a quand même les petites données, fréquences hospitalières parcellaires dans les pays. Et comme je vous ai dit, les projections sont là, hein. Chaque pays peut faire sa projection, essayer de voir le nombre de cas qui est diagnostiqué, savoir le travail qui nous reste. Je veux déboucher sur la recommandation du docteur Pascaline. La recommandation, c'est, je vais répéter la phrase qui sera la recommandation. Tout signe que vous allez voir qui n'a pas de cause évidente comme vos causes habituelles, vous considérez ce signe comme un lupus et vous investiguez dans ce sens jusqu'à preuve de contraire. Vous n'avez pas les moyens de le faire tout seul, vous vous référez à un spécialiste pour dire, vois-moi ça. On va sauver les malades. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Voilà le seul mot la seule phrase que je vais vous donner. Merci beaucoup, professeur, pour cette phrase. Il y a docteur Docteur Abdel. Pascaline, oui, vous Oui, allez leur partager mon WhatsApp. Comme ça, ils peuvent m'écrire parce qu'ils ont demandé ça. Oui. d'accord. C'est de ça que je voulais parler. Je vais Oui. profiter pour parler rapidement de Rema Learning. Il y a mon collègue qui a déjà envoyé 2 messages sur la procédure pour obtenir l'attestation du jour, pour obtenir les cours et également l'enregistrement. Il suffit d'aller sur notre plateforme Rema Learning d'ici 2 heures, 3 heures de temps. Dès que ce sera disponible, vous serez informé. Et donc, du coup, sur cette plateforme, vous verrez, il suffit de taper dans la barre de recherche prise en charge le plus et vous aurez l'enregistrement du cours. Dès que le cours sera disponible, vous pouvez également avoir le fichier PDF et dès que le professeur va m'envoyer également les différentes données statistiques, vous pourrez les avoir disponibles sur ce site. Voilà un peu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que nous ne puissions clôturer.
S'il n'y a pas d'autres questions, je dis merci au professeur pour avoir accepté de nous faire ce cours. Et merci pour la promesse qu'il nous a déjà fait de nous faire l'ostéoporose bientôt. Merci également à tous les participants qui ont donné de leur temps pour suivre le cours de ce matin. Et on se dit à très bientôt, à samedi prochain pour un nouveau cours. Portez-vous bien. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon samedi et bon week-end.